Hello à tous, bienvenue dans History of Honor, le seul podcast en France qui retrace l'histoire de Ring of Honor. Je suis Joe et pour m'accompagner, maintenant vous en avez l'habitude, comme à chaque numéro, Romain Zeiken est avec moi. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Content de voir que l'équipe est encore là malgré la nuit du boucher. On y a tous survécu. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc content d'être là. Et Dr Zork est avec nous, lui aussi a survécu visiblement. Salut à tous, Félix, Dr Zork, Cocori Catch, on est là. Le seul mec qui, entre deux émissions, prépare une tier list sur les différentes apparitions et itérations d'Abdullah the Butcher dans les éléments de la pop culture. Let's go! Ouais. Est-ce que vous allez On bien? va, on va la faire cette Ça, tier list, hein. ça va et toi? Tranquille, tranquille. Bah, du coup, c'est posé, hein. J'ai très envie de faire des tier lists en ce moment. Je suis en train de préparer une tier list ministre de l'Intérieur en France depuis, depuis la fin de la royauté. Mais c'est vrai que la tier list Abdullah the Butcher dans la culture japonaise, ça peut être sympa aussi. Elle va être belle la collection de Premier ministre, hein, putain. Le rendez-vous est pris. En tout cas, comme le disait Zaiken juste avant, merci à vous tous pour vos écoutes, vos commentaires, vos partages, notamment grâce ou à cause de la nuit du boucher. Je ne sais pas trop comment dire ça. En tout cas, on vous remercie de l'avoir écouté et de nous écouter à chaque numéro maintenant. Le podcast est disponible comme d'habitude sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur Wrestling with Honor sur Twitter. On passe allez, c'est fini l'histoire du boucher. On passe au tout dernier show de cette année 2002. Ça y est, on termine la première année entière de Ring of Honor. On espère que vous l'aurez apprécié. Avec Ring of Honor Final Battle. Vous le connaissez maintenant, ce show, il est classique. Il a eu lieu la toute première fois le 28 décembre 2002. On était toujours dans ce bon vieux Murphy Rec Center à Philadelphie. Au commentaire, Chris Lovey et Ray Muro, qui fait, je crois, visiblement ses débuts au commentaire pour Ring of Honor. Vous en avez pris l'habitude aussi maintenant. Les petits segments d'ouverture pour ce Final Battle. Tout début, on va commencer avec, encore une fois, en voiture, CM Punk et Colt Cabana, avec aussi l'introduction d'un personnage que vous connaissez très bien en 2023, pas forcément pour des choses très positives, mais c'est Ace Steel qui tient la caméra et qui filme Punk et Cabana. Cabana est en train de raconter à CM Punk qu'est-ce qu'il va lui faire ce soir dans un ring de catch, évidemment. Commencez pas à penser des choses horribles. Et à toutes les prises qu'il va lui porter, puisque un peu plus tard dans le show, nous retrouvons les deux hommes qui vont se battre pour un contrat, pour un contrat chez Ring of Honor. CM Punk, encore une fois, un peu énervé de tout ça, comme dans le show précédent, va encore abandonner Colt Cabana et sa voiture au bord de la route, décidément. Pauvre Colt, qui, comme me le rappelait Zeken hors enregistrement, n'avait pas le permis en plus, apparemment, Colt Cabana. Moi j'aime beaucoup hein, cette petite storyline là entre les. Déjà parce que c'est réaliste, mine de rien. Oui, en effet, c'est des catcheurs indépendants, ça roule pas forcément sur l'or. Et les mecs vont pas s'inventer, comme j'ai pu le voir parfois dans des shows locaux, ils vont pas s'inventer une vie genre, tu sais, tu m'as trahi, donc je suis allé, tu vois, genre, j'ai pris mon jet privé pour aller m'entraîner au Japon, et ensuite, non, c'est faux, t'es dans un show de catch indépendant, tout le monde sait que t'es encore dans un stade de transition. Et là, j'aime bien le fait comment dire, ils ouvrent le rideau et ils dévoilent un peu les coulisses, tu vois, et ils mentent pas. Et je trouve que c'est très convaincant, du coup, comme angle. Moi, j'aime beaucoup j'aime énormément cet angle entre Punk et Cabana. C'est ça, et puis t'as ce côté très réaliste dans lequel tout le monde peut se retrouver. T'as ce mec avec qui tu dois faire des trajets, avec qui tu travailles, et qui te tape un peu sur le système. Sauf que, à la différence de toi qui est derrière la barrière, eux, ils peuvent se taper dessus. Alors qu'ils le Ouais, fassent, c'est s'il vous ça. plaît. Il y a le côté genre, ouais, c'est mon pote, mais en fait, dès qu'on joue à la console, il me saoule. J'ai envie de lui mettre une tarte. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on est deux catcheurs, on est deux potes, on fait équipe par moment. Mais là, tu me gonfles. Tu vois, j'aime bien ce truc. C'est très humain, en fait. Donc, ils vont se retrouver dans l'opener de ce Final Battle, on l'a dit, CM Punk, Colt Cabana, qui s'affronteront pour un contrat Ring of Honor. Juste avant ce match, on retrouve aussi backstage Steve Corino avec donc l'ami Gary Capetta, donc voilà, qui va l'interviewer et qui va surtout appeler Corino le King of Old School. Et Corino va pas trop aimer ce surnom, disant que c'était quelque chose qui fait référence à une ancienne période de lui, notamment de la ECW, mais que tout cela, en gros, maintenant est terminé, puisque maintenant il est un vrai lutteur, puisqu'il est, comme il nous l'avait déjà rappelé à l'épisode précédent, au Japon, à la Zero One. Euh, il va être interrompu
par Alison Danger, pardon, qui est d'ailleurs dans la vraie vie, je ne sais pas si on l'avait cité ça, qui était la sœur de Steve Corino. Ouais, je crois qu'on l'avait dit, mais ouais, On ouais, l'avait qui est dit, en ouais. effet la Et sœur de Steve c'est Corino. la première fois que c'est mentionné à la Ouais, c'est caméra. ça. C'est la Mm. première fois où c'est mentionné à la caméra, où elle dit qu'elle a reçu un message de chez elle. Corino est très en colère parce qu'elle elle l'a interrompu durant cette petite interview. Voilà, on passe et on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Match d'ouverture, puisqu'on l'a dit. CM Punk affronte Colt Cabana pour le vainqueur, un contrat chez Ring of Honor. Si je peux me permettre, avant qu'on parle de ça, il y a eu donc un dark match, un match qui était enregistré pour la télévision à la base, qui était donc juste avant. Homicide contre Jay Lethal Ouais, pour la toute première apparition de Jay Lethal à la ROH. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il remonte un petit bout dans la version. C'est ça, on revient sur Ouais, les, c'est ça. sur les bons vieux highlights comme le show précédent. C'est ça. et Ouais. donc, et donc on est d'accord, il s'appelle Jay Lethal sur ce moment-là. À partir de là, ouais, il s'appelle Jelly Toll. Voilà, il n'a pas encore Ouais. son nom de membre du Special K. Je spoil un peu. Ouais. D'ailleurs, il Oh, ressemble beaucoup à Kenny King, pour les gens qui auront la De ref. ouf, de ouf. D'ailleurs, en le voyant, j'ai cru que c'était lui. D'ailleurs, c'est bien de le rappeler, puisque Zork vous parle des Dark Match et dont on voit les reviews. Ce show Final Battle n'est pas disponible sur le Honor Club. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudront le voir ou le revoir, il faudra aller chercher d'une manière pas très légale. Voilà. et Final Battle est plus sur le Honor Club. Pas le 2002. Ah, parce qu'à une époque, il avait été retiré, puis ensuite il avait remasterisé pour le remettre, il me semble. Ça veut dire Là, que là, ils l'ont re-retiré. là, sur l'année 2002, ça s'arrête à Scramble Madness. Ok. Voilà. Donc, les deux derniers shows ne sont pas disponibles dessus. Je crois que le premier show de 2003 le sera. De toute façon, il y a toute une période comme ça sur le Honor Club durant certaines années où il y a des shows qui ont pas été, qui ont été retirés. Voilà. On ouvre donc, comme on l'a dit juste avant, avec ce match CM Punk contre Colt Cabana et à la clé, le fameux contrat pour intégrer Ring of Honor. Eh ben, je vais laisser Romain en parler, tiens. Euh, j'ai trouvé ça curieux de le mettre en premier match. Télévisé, hein, je compte pas les darks, bien sûr. Euh, j'ai trouvé ça un peu curieux de le mettre au début, sachant qu'il y avait quand même quelque chose de bon, polarisant, le mot est un peu fort, mais il y avait quelque chose d'important, on va dire. Quand tu vois que dans le reste de la carte, par exemple, il y a un Amazing Red contre Jody Fleich, ça aurait été, en plus, vu le profil des deux catcheurs, ça aurait été peut-être mieux de le mettre en opener et de garder le Cabana Punk pour un peu plus tard. Euh, après, bon, ça handicape pas le match, hein, le match est très bien. Je le trouve personnellement un poil moins bien que le précédent, que celui qu'on a vu dans le Night of the Butcher. Euh, toujours assez court, hein, c'est toujours assez concis, il n'y a pas trop de... C'est même encore plus court que le précédent, je pense, parce que là, je pense qu'on dépasse pas... J'ai pas regardé le temps, parce que je l'ai juste regardé, mais on dépasse pas les 10 minutes, il me semble. Non, non, on dépasse pas les 10 minutes. On dépasse pas les 10 minutes. Donc voilà, légèrement moins bon que l'autre, mais toujours une bonne alchimie. Et vu qu'en plus, justement, il est court, ne vous privez pas de ce match-là. Regardez-le. Bah, c'est à peu près la même sensation pour moi. C'est l'impression d'avoir déjà eu la chose en mieux. Vraiment, t'as moins cette volonté d'en mettre autant, en fait, peut-être parce que justement, ils sont devant une audience qui les a déjà vus, donc il n'y a plus à Ouais, faire la première impression. Mais voilà, j'ai eu l'impression de voir un peu ce qu'on avait vu au show précédent, mais en un peu moins bien. Même c'est ça, si, c'est exactement ça. même si le précédent était vraiment bien, donc même un peu moins bien, ça reste plus qu'honnête. Ça me reste vraiment, vraiment bien quand même. C'est sympathique à regarder, mais s'il fallait vous demander de regarder un match de cette époque à la ROH entre les deux, ce serait bah, le précédent. Vous l'avez Même dit, si match. celui-là a l'avantage d'avoir un Pepsi Plunge. Tout à fait. C'était mon petit point que j'allais aborder, C'est justement. vrai. C'est un excellent Euh, point. ouais, ouais. C'est donc une victoire, en tout cas, de CM Punk qui bat Colt Cabana en 9 minutes 24. Et justement, c'était la question que j'allais vous poser. Ce ne serait pas les débuts du Pepsi Plunge chez Ring of Honor. Je crois qu'il ne l'avait pas encore sorti, cette prise. Oui, du coup, c'est Ouais, c'est le premier, puisque c'est sa première victoire également. c'est ça.
Pepsi Plunge, pour ceux qui connaissent pas la prise, c'est un pedigree de la deuxième corde, quoi. Alors, Enfin, je sors cette expression constamment et vraiment, j'en suis désolé, mais c'est vraiment un truc de catch indépendant des années 2000, quoi. Genre, vouloir, dès le premier match, coller absolument son finish, et ton finish, c'est une espèce de prise placée à revers en partant de la troisième corde. C'est vraiment, il y a des gens qui ont le chic pour se compliquer la vie, mais à un niveau, tu peux pas imaginer, quoi. C'est vraiment, la prise est super, hein, mais putain, tu peux tellement te simplifier la life, en fait, qu'au lieu de faire ça. prise d'ailleurs qu'on n'a pas vu pendant très très longtemps avec CM Punk, parce que si je me trompe pas, durant toute sa période WWE, il ne la sort pas. Euh, Puisqu'en même temps, ça ressemble à un pedigree et je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait pas trop que ça s'utilise. Je crois qu'il l'a ressorti une fois. Je crois que c'est le match contre MJF chez AEW, dans le match où il rentre. Je crois que c'est le Doc Collar où il rentre justement avec Misaria Kantare de l'époque. Mm. Oui, oui, parce que ça fait du coup référence à tout Ouais. ce qu'il faisait, époque Ring of Honor et tout. Ouais, donc c'est vraiment une prise qu'on a vue de CM Punk que la période ROH, quoi. Ouais. Et de toute manière, encore une fois, quelle prise compliquée. Qui a Oui, envie de prendre ça, quoi. clairement pas chez WWE à l'époque, ils se sont dit Mm. non. Donc, victoire de CM Punk. CM Punk bah, signe officiellement chez Ring of Honor. Et là, il a ce petit regard à la caméra où il nous dit que c'est que le début. Voilà. Pour cet opener, comme vous l'avez dit, intéressant, mais forcément, celui du dernier show était un petit peu mieux. En backstage, on va retrouver ce bon vieux Homicide qui va rencontrer les Backseat Boys. Alors, si je ne me trompe pas, Zaken avait présenté un peu les Backseat Boys dans un épisode précédent. Qui ils étaient? Oui. Voilà, ils vont s'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils étaient chez Ring of Honor et que Homicide, tout simplement, va leur dire qu'il n'y a pas il y a pas de problème et qu'il leur souhaite bonne chance parce que on les verra un petit peu plus tard, les amis Backseat Boys, ils vont affronter les Special K. Gary Capetta, toujours notre ami, va accueillir Christopher Daniels et Simply Licious. Petite interview rapide. Christopher Daniels qui va dire qu'il est ici pour réparer une injustice, puisque à la nuit du boucher, et oui, on en fait encore une fois référence, Alexis Larry avait lâchement attaqué Lucius par derrière. Alexis Larry est là et on va avoir un match là tout de suite. Simply Luscious contre Alexis Larry. Qui veut parler de ce match rapidement, puisque de toute façon, le Ah match bah, dure à let's peu près go, hein. le match dure 50 secondes. Puisque, après tout, hein, on est dans les storylines dont j'adore parler. Donc, voilà, on a une attaque en traître. On a, on a quelque chose de très court, heureusement. On a Larry qui tente quelque chose, mais Lucius qui appelle à l'arbitre en disant: Oh là là, je suis blessé. Daniel qui arrive, qui porte une prise à Larry. Fin du match. Voilà, ça existe. La division féminine, clairement, c'est compliqué. C'est pas Bah, vraiment. On cherche même pas. En fait, la division féminine, pour l'instant, c'est soit autour d'homosexuels, soit c'est une pensée secondaire dans des rivalités de mecs. ouais, Et c'est même pas un match, malheureusement, quoi. C'est un segment, c'est même pas un match. C'est ça. Ouais, c'est ouais. ça. Qui était calé entre un segment et un deuxième segment, parce que voilà, Ring of Honor a décidé d'en mettre plein des segments maintenant, et c'est cool. Steve Corino arrive pour interrompre tout ça. Il nous dit il nous parle un petit peu de choses passées, en faisant référence notamment à la ECW, où il explique que ça l'a mené à des gros problèmes financiers notamment, et qu'aujourd'hui il est au Japon, à la Zero One, donc il n'hésite pas de le rappeler à chaque fois, ce qui lui permet de gagner beaucoup plus d'argent que ce que Polyman pouvait et aurait dû lui verser. Le petit pic est placé. Il reproche notamment aux fans de ne pas avoir été là quand il avait besoin d'aide. Il avertit surtout Christopher Daniels que lui et son groupe, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, viennent pour les titres ROH. Ouais. Il fait partir Simply Lucius en disant qu'il ne peut pas la laisser lui révéler tous ses petits secrets. Daniels et Corino vont se faire du face-à-face, il ne va rien se passer. Christopher Daniels va partir puisqu'on le retrouvera un peu plus tard. Et Corino n'en a pas terminé puisqu'il va appeler ce bon vieux Homicide. On vous le rappelle, Homicide qui est à All Star Extravaganza à la fin du show
avait planté avec une fourchette Steve Corino dans l'œil. Et justement, Homicide va se pointer. Un petit début de bagarre, voilà, rien de bien méchant. Et Corino va s'en aller. On retrouvera ces deux hommes pardon, un petit peu plus tard. On arrive au match suivant. Vous en avez pris l'habitude, là aussi. Petit scramble match. Voilà, parce que c'est à chaque épisode, on en a un. On a les Special K, on a les Backseat Boys et on a le Da Hit Squad. Et on a surtout notre spécialiste des matchs par équipe. Donc on laisse la parole cette fois, sans demander à Zork. Bah, en fait, juste avant ça, je vais replacer un petit mot pour les dark matchs et les évacuer tous maintenant, puisque là, on nous replace, on nous remontre un peu de choses, notamment, on a un highlight de Ring Pro Express contre Donovan Morgans et Daniels. Et puis, bah, comme ça, on a aussi, donc, parmi les matchs que vous aurez la malchance de ne jamais voir, on a donc un Samoa Joe Outcast Killaz, donc encore un squash qui n'aura pas mené à grand-chose. Donc ce fameux Mhm. Prophecy contre Ring Express. On a Jay Briscoe contre Ace Steel, qui est probablement ce qui est le plus dommage d'avoir loupé. On a également un Quiet Storm contre Chris Divine et Conan. Alors ça, c'est d'une bizarrerie. Oui, c'est pour ça que je l'ai Genre, gardé c'est pour la fin. improbable, quoi. Et alors Les pour les deux coéquipiers qui s'affrontent et tu mets Conan au milieu, quoi. et, Et c'est un et- dark match. c'est ça. Et pour la petite, en lisant un peu deux trois petits trucs autour du show, les fans ont très très mal reçu Conan pour ce match. Ah ouais? En lui chantant qui a booké cette merde ou dégage, un truc du genre. Mais Nice. euh, ouais, très très mauvais accueil pour Conan. Je pense que c'est. Voilà. On n'aura jamais Oui, l'occasion de le avec voir. notamment un change de site Don't Come Back. Oui, c'est celui-là ne revient pas du coup. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est Ouais, ça. ce que j'allais dire, c'est qu'on pourra jamais vraiment le constater puisque c'était un dark, donc on pourra jamais vraiment Ouais, ouais, c'était l'attester. vraiment des commentaires que j'ai pu trouver à Bah, droite à en gauche. fait, c'est un dark, mais c'est un dark qui a été filmé, en fait, vu qu'à l'origine, c'était des tapings pour passer à la télévision. Sauf qu'il me semble que tous ces tapings-là, justement, bah, ils n'ont jamais été diffusés. Ouais. Donc ça se trouve, en fait, on a des vieux rushs cachés quelque part qui ressurgiront dans 15 ans. Et du coup, on pourra enfin voir des dingueries comme Samoa Joe contre Outcast Killaz. Ou Conan Franchement, se j'ai faire hâte. défoncer par le public. Non, oui, c'est vrai que, en fait, ça en a un point où, à part, en fait, il y a Homicide Jay Lethal qui pourrait être sympa juste pour voir les débuts Ouais. balbutiants de Jay. Mais sinon, oui, après, c'est surtout des petites dingueries qu'il doit avoir par-ci par-là. Des Conan qui se font huer, des Polynormous qui défoncent Mace. C'est ça les choses en dark qu'on veut voir. Sachant que, à mon avis, ma théorie, c'est que le match n'était pas censé être un dark. Déjà parce que quand tu vois où il est situé dans la carte, il est en plein milieu de la carte, c'est bizarre de faire un dark à ce moment-là. Et surtout parce que, on n'en a pas parlé dans le dernier épisode, mais euh, moi je me rappelle très bien que les commentateurs évoquent l'arrivée imminente de Conan chez Ring of Honor et ils vendent ça comme quelque chose d'assez important. Donc le fait que c'était censé être un événement important et que finalement c'est juste un dark un peu curieux en plein milieu de la carte, c'est que vraiment ça n'a pas eu l'effet escompté et que justement ouais ça s'est très 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 mal passé. Peut-être on le saura un jour. Ouais, faudra lui Ou demander peut-être pas. sur Twitter. C'est ça. Un petit DM à Conan, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de la RH en Tu peux 2002? me parler de Je la vais, Ring of Honor, c'était bien, hein. je vais m'y coller, je vais lui dire on a un podcast, machin, est-ce qu'on pourrait éventuellement. Super chaud pour avoir Conan qui vient pendant 2 heures insulter des darons. Ça Ah ouais, changera de, ouf. ça changera de son beau speech qu'il a fait pour Rey Mysterio Hall of Fame. Qui était très beau pour le coup, très Ah oui, oui, touchant. mais c'est pour ça que je dis Ouais. qu'il était très beau. Parce que nous, on a l'habitude de l'entendre chez MLW Podcast là, à éclater des mecs et C'est envoyer ça. chier des gens. Ou Et là, il chez, a ou, fait chez, un, ou chez Triple A, mais voilà. Et là, il a fait un discours hyper touchant c'était au Hall of Fame, c'était super. la preuve qu'il aime Rey Mysterio par rapport au reste Ah du ouais. monde. C'est tout. Bon, du coup, revenons un peu à ce Scramble match. Donc, du côté de Special K, Angel Dust et Deranged. En face, donc, Backseat Boys et Diet Squad qu'on vous a déjà présenté, hein. On va pas le refaire. On a des cruiserweights qui combinent bien. Là, on est comme. Bon, bah. En fait, je vais juste m'enregistrer et ressortir à chaque fois. Bon, on est sur un peu le spot fest habituel auquel sont confinés les matchs par équipe, où on a donc
Les Special K qui vont devenir des habitués de ça, qui sont face aux Backstreet Boys qui aussi sont plutôt pas mal là-dessus. On a notamment des jolis spots comme Cashmere qui met un spear à Angel Dust en plein dans les airs, qui est vraiment joli. On a Date Squad qui apporte un peu de fraîcheur entre guillemets à ce genre de confrontation en venant ralentir le rythme, en venant faire des choses de gros costauds au milieu, ce qui permet un peu légèrement de changer la formule. Ouais. Mais très vite, en fait, on retrouve les mêmes choses qu'on voit d'habitude, quoi. C'est fun, mais c'est oubliable. Bah, juste petite, enfin, à souligner, donc, l'apparition de Hydro en tant que membre de Special K pour intervenir à un moment. Hydro, qui est donc le nom sous lequel Jay Lethal fera partie de ce clan. Voilà, exactement. C'est que du coup, dans le Dark, il était en Jay Lethal, et là, il devient Hydro, du coup, qui est officiellement, en fait, un membre du Special K. Pas grand-chose de plus à dire. Non. Je pense qu'on Bon. a fait le tour. On va enchaîner avec un autre match par équipe, mais cette fois, c'est pas forcément la même chose, puisque les titres de Ring of Honor par équipe seront mis en jeu dans ce match. Ce sera un meilleur des trois tombés, un Two of the Three Falls. Les champions par équipe, la prophétie, Christopher Daniels, Donovan Morgan, vont affronter les challengers numéro 1 qui avaient remporté ce titre de challenger numéro 1 dans un scramble dans le dernier show qu'on avait review. Il me semble que c'était au Scramble Madness, justement. C'est SAT, les frères Maximo. Two of the Free Falls, Daniels Morgan contre les frères Maximo. Eh ben, je vais laisser la parole à Zeken. Grosse surprise, voilà, pour un match par équipe. C'est un... C'est un peu alambiqué, je trouve, comme match. C'est-à-dire, tu veux faire un match avec trois équipes en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, t'as pas mal d'équipes qui fonctionnent bien. Enfin, je dis un match à trois, je dis n'importe quoi. Je dis un match en deux manches gagnantes. Pardon. Tu veux faire un match en deux manches gagnantes, d'accord. Tu as des équipes qui combinent bien, elles peuvent construire quelque chose qui est intéressant, soit. Mais on en revient aux problèmes qui sont toujours les mêmes sur les premiers shows Ring of Honor, c'est que tu as déjà une carte avec énormément de matchs. Tu as déjà des matchs par équipe. Tu as notamment un Scramble, qui est encore un, comme tu vois, pour reprendre ce qu'on disait la dernière fois. Tu as énormément de choses, tu as un show qui est très fouillis. Pourquoi tu as besoin de complexifier la chose, en fait? Euh, un match en deux manches gagnantes, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité absolue de l'avoir à ce moment-là? Moi, je me réserve le droit de douter, entre guillemets. Euh, et je trouve que d'ailleurs, le match en pâtit un peu parce que tu vois que les équipes, surtout en fait le SAT, que j'aime bien, hein, mais qui est un peu pris de work rate aigu, ou de skill rate aigu, et qui en gros essaie de placer plein de trucs et d'être super agressif, et ça marche moins bien que d'habitude, en fait. Sans compter tous les problèmes qu'il va y avoir avec l'arbitre pendant le match, où en gros il va y avoir de la distraction, il va y avoir des Mm. retournements. C'est très brouillon, en fait. C'est très brouillon, et on se dit, c'est dommage parce que ça aurait pu ne pas l'être brouillon, en fait. Ça aurait pu être très facile, très clair, très linéaire. Et au lieu de ça, ils se sont inutilement compliqués la vie. Et en fait, tu dis que c'est moins propre, mais étonnamment, je me suis senti plus impliqué dans ce match de SAT que beaucoup de leurs matchs parce que il y a plus de storytelling. Oui, en fait, ils spotent moins. Ça, c'est vrai. Ils spotent beaucoup moins. Et en fait, c'est cool, du coup, de se dire, ah, ben c'est cool, ils vont spotter beaucoup moins. Sauf qu'en fait, pour l'absence de high spot, il va y avoir tous les problèmes avec l'arbitre et comment dire, toutes les tentatives un peu foirées. Et c'est dommage parce que putain, tu te dis finalement, euh, dans un rôle un peu plus badass, entre guillemets, le SAT, ça pourrait donner un truc très intéressant, quoi. Mais bah, surtout, ce que j'ai bien aimé dès le début, c'est qu'on n'a pas le classique, on est des babyface un peu débiles. Ouais, Ils savent très bien ce qu'ils ont en face d'eux, ils vont de ouf. travailler avec ça. Tu as notamment tout ce passage au début où ils savent que ça va tricher et donc ils vont tout faire pour l'empêcher. Hmm. C'est-à-dire, ils vont essayer d'isoler le plus possible dans leur coin. Dès que l'adversaire qui n'est pas légal va bouger, ils vont envoyer l'arbitre.
Ils vont vraiment surveiller un maximum. Dès que l'adversaire n'est pas officiel, tu as toujours le petit coup d'œil vers l'officiel, enfin vers l'adversaire, pour être sûr qu'il ne bouge pas de son coin. Donc vraiment, ce narratif de on connaît qui on a en face, on sait quelles sont leurs techniques, on va pas les laisser les utiliser. Ouais. Non, Sauf ça, qu'il c'est y a vrai un que moment, ils vont se la retrouver narration déplacés. était bonne. La narration était bonne, mais il y a eu plein de trucs qu'on un peu cafouillé. Mais c'est ça. Mais comme tu dis, ouais, aussi le fait que ce soit un two out of three falls, bah ça vient apporter une complexité dans cette histoire qui n'en avait pas Ouais. besoin. Et c'est vraiment typiquement ce genre de truc où tu regardes et tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi ils ont mis ça? Mais Et il ouais, n'y a pas de réponse. ça fait très stipulation pour la stipulation. Complètement. Et ce qui fait que bah, cette histoire autour des roublardises, bah, c'est un peu dommage, c'est un peu gâché par ça. Parce que vraiment, ce narratif de on sait que ça va venir, finalement, ils sont dépassés par ça, jusqu'au moment où il y a SAT qui, dans le dos de l'arbitre, va mettre un coup dans les parties de Morgan, où vraiment ce coup est vraiment popé, parce que c'est le classique, le méchant a eu ce qu'il méritait, il goûte de sa propre médecine, mais ça suffira pas. Mais comme entre deux, t'as deux tombées, t'as un match qui dure combien? 25 minutes. Ouais. C'est Au moins 20 minutes. Ouais. c'est ça. En fait, on a un bon match de 15 minutes, enfin même un très bon match de 15 minutes, enfermé dans le carcan d'un bon match de 25 minutes. Mm, Mm. c'est ça. Donc voilà. On retire la stipulation, on retire 10 minutes et ce match est giga banger. Christopher Daniels qui avait dit à la fin du dernier show qu'ils allaient remporter ce match 2-0. Christopher Daniels et Donovan Morgan vont quand même le remporter et conserver les titres Ring of Honor par équipe en le remportant sur le score de 2-1. Effectivement, vous parliez des histoires d'arbitre. D'ailleurs, il y a un arbitre qui crasse son pantalon, je crois, à un moment dans le match. Oui, il y a un truc avec le pantalon de l'arbitre, c'est incroyable. Moi, ce qui m'embêtait un peu dans cette stipulation, enfin, c'était la stipulation parce que je trouve que on avait déjà du mal à croire qu'SAT était capable de battre Daniel et Morgan, mais alors les battre deux fois dans le même match, moi, ça me paraissait un peu gros. Donc, un match plus classique avec un tombé et un vainqueur aurait été, allez, peut-être un peu plus intéressant. Mais le match est bon en tout cas. Je crois que c'est la première fois que je suis un peu investi sur un match des frères Maximo depuis le début qu'on review ces shows. Effectivement, c'est peut-être le fait qu'il soit aussi en un contre un et pas dans des matchs à plusieurs avec du spot fest un peu partout. Voilà. Toujours champion, en tout cas par équipe, Christopher Daniels et Donovan Morgan. On va enchaîner avec un match qui n'en est pas un, parce que c'était pas très bien quand même. Le Carnage Crew contre la New Christopher Street Connection, où il aurait dû avoir match. Alors, à noter que Buffy n'est pas là, licencié, il a démissionné, il s'est pas présenté, c'est pas trop, en tout cas, il n'est pas Il a vu là. la lumière, enfin. Et on aura le tout nouveau membre de la Christopher Street Connection qui est Eddie Guapo qui rejoint Mace et donc pour ce match contre le Carnage Crew. Et cette fois, je vais laisser parce que je vois qu'il a envie d'en parler. Je laisse la parole à Zork. Et bah, Christopher Strict Connection est désormais 50% moins homosexuel et c'est bien dommage, puisque bah, c'est toute l'identité de la promotion, enfin de la promotion, toute l'identité de l'équipe qui tourne autour de la sexualité, ce qui peut être problématique en soi selon comment on s'en sert, hein, comme on a pu le voir. Mais donc on se retrouve avec Eddie Guapo, et là on se dit, si on a un des deux membres qui n'est pas homosexuel pour une team dont c'est le seul élément d'identité, peut-être qu'on peut raconter quelque chose avec ça. Mais bah, de toute façon, on racontera rien du tout parce que ce ne sera même pas un vrai match. Moi, nous montrer, c'est un clip vidéo. C'est une version clippée du match qu'on a de diffuser où ça ne mène vraiment à rien. Et Eddie Guapo va disparaître après ça. Il ne réapparaîtra plus du côté de la ROH. Donc, bah, bien joué à lui. C'était sympa de te voir faire un caméo. Pour ce qui est de sa carrière, d'habitude, on va vous faire un petit résumé. Là, je n'ai absolument rien à dire sur lui. Non, il n'y a rien. Et on connaît juste du coup cette apparition, cette espèce de troisième membre de l'équipe et déjà et ce nom, bordel. Eddie Guapo, sans déconner, quoi. J'en ai vu des noms douteux, mais alors qu'est-ce que c'est nul comme nom, mon Dieu. C'est pas terrible, hein. Déjà, Buffy, c'était pas top.
Alors ça, il dit guapo, quoi. Voilà, pas de match, ça va se frapper avec quelques objets, machin. Mais effectivement, comme l'a dit Zork, ce sera plus un clip de toute façon. On va passer à la suite avec Backstage, un petit segment Homicide qui nous parle un petit peu de choses personnelles. Il parle d'être notamment d'être en liberté conditionnelle. Il parle de notamment tout ce qu'il est prêt à faire, notamment pour gagner de l'argent, pour donner une meilleure vie à son enfant, parce qu'il explique qu'il est un parent, qu'il est parent solo, qu'il élève son enfant tout seul. Il dit surtout aussi qu'il va battre ce soir Danielson, Samoa Joe et Loki dans le main event pour devenir le challenger numéro un au titre Ring of Honor. Donc voilà, vous avez votre main event. On couronnera donc un nouveau challenger numéro un ce soir, puisque Paul London, qui a gagné le dernier trophée pour être challenger numéro un, affrontera Xavier un peu plus tard pour le titre. On enchaîne avec un combat. Il me semble que Zayken tout à l'heure a dit que ça aurait pu être l'opener. C'est Jody Fleich contre Amazing Red. Bah ouais, ça aurait pu être l'opener par rapport au profil des catcheurs. Donc Amazing Red, on le présente plus, hein, petite coqueluche du public new-yorkais et philadelphien. Jody Fleich, voltigeur de génie, ou du moins de grand talent, originaire d'Angleterre, donc qui a fait ses armes chez FWA, dans toutes les indépendantes anglaises, excellent catcheur, qui n'a pas eu la carrière forcément qu'il méritait, mais excellent catcheur. Donc ouais, avec ces deux profils de voltigeurs, ça aurait pu être un opener parfait. C'est un match qui dure 6-7 minutes, donc pareil, ça aurait pu être sympa pour un peu entamer les hostilités. Et puis surtout, et là c'est la note un peu négative, c'est que ça aurait pu être un opener dans la mesure où, bah, quand on voit ce match en avant-avant-dernier, à, à l'antépénultième place, je crois qu'on dit ça comme ça, on se demande un peu ce qu'il fout là. Parce que finalement, c'est une espèce de sprint de voltige qui dure 6 minutes et qui est pas dingue. Enfin, c'est quand même c'est deux excellents catcheurs, hein, mais je veux dire, quand tu vois l'affiche et que tu vois ces deux mecs-là, tu te dis, putain, mais ça va être genre le feu, quoi. Ça va être une espèce. Là, pour le coup, on se dit, ça va être du spot fest, et tant mieux. Et en fait, non. Ça dure 6 minutes, ça part très très vite, ça montre des belles choses, mais ça montre pas tout. Ils ont à peine le temps de montrer qu'ils combinent bien tous les deux et que Jody Fletch est d'une fluidité incroyable, mais ça s'arrête là. Et en fait, on regarde ça et on se dit, ah bah merde, moi j'étais allé choper une canette, j'étais allé choper un peu de popcorn et je m'attendais à partir sur 10-15 minutes, quoi. Et en fait, on est stoppé net. Donc c'est dommage, en fait. C'est un petit dommage. C'est surtout en fait dans ce contexte où dès que tu as un mec qui a un peu une place sur la carte, on va dire, simplement comme ça, les matchs font rarement moins de 10 minutes, sauf si c'est un squash. Ouais. Donc tu as des attentes en fait quand tu vois ce genre de carte. Et avec ce qu'il y a autour, tu te rends vite compte que le but, c'est pas ce match, c'est le reste. Et c'est un peu dommage quand tu vois les deux talents que tu as sur le ring. Là encore, on est dans une situation où tu as de la frustration, tu veux en voir plus, ce qui peut être bien, mais en même temps, tu ressors un peu en mode bah, c'est tout ça pour ça, quoi, malheureusement, Mm. seulement. Et du coup, on arrive sur la fin où il y a Special K qui vient autour de Jody Flesh parce que ils lui ont proposé de le rejoindre. Ils ont proposé à Jody Flesh de les rejoindre. Il n'a pas encore répondu. Et, mais du coup, voilà, ça tourne très vite autour de la question de Jody Flesh et Special K, ce qui fait que le Amazing Red et Jody Flesh, vraiment, c'est mis de côté. Ce n'est pas ça qu'on va retenir. Et ce que je comprends également, parce que c'est une bonne manière de créer, enfin de faire de Special K vraiment les méchants, les faire s'en prendre à Amazing Red, qui est le top face de la promotion, un peu malgré lui, juste parce que les gens adorent ce petit gars. Et en plus, la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est promettre quelque chose et ne pas lui donner. Et là, on a un match d'Amazing Red qui, en général, c'est 10 minutes de super flip qui est promis. Et en fait, on a juste 6 minutes, puis Special K qui vient foutre le bordel. Ouais. Donc, en un sens, ça fonctionne dans le fait de
Spécial cas, pour la première fois, je comprends pourquoi c'est les méchants dans l'histoire. Avant, c'était juste les gamins qui veulent faire la fête, qui sont un peu arrogants. Bon, voilà, on leur pardonne. Là, ils sont là pour péter la gueule au premier de la classe juste parce qu'ils en ont envie. Bah, disons qu'en effet, il y a une utilité qui est indéniable sur ce match, c'est qu'en effet, la hit qu'engrange Special K est absolue. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros plus de ce côté-là. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que justement, il tourne un peu autour de Jody Fletch, ce qui est très drôle parce que vraiment, si vous suivez là, Special K, à ce moment-là, mais ils doivent déjà être à, je crois, à 14 ou 15 membres, un truc comme ça. Genre, le clan finit plus. Et vu qu'en plus, ils catchent tous pareil et qu'ils se ressemblent tous, c'est un, c'est une espèce de truc où on s'y retrouve pas du tout, en fait. Donc, c'est peut-être l'effet escompté, hein, puisque finalement, c'était le fait d'avoir un groupe de jeunes insupportable. Donc, plus c'est nombreux, mieux c'est. Mais c'est marrant parce que tu dis, ah, ils convoitent absolument Jody Fletch. Oui, mais pourquoi? En fait, ils sont déjà 20. Ils ont vraiment besoin d'un membre de plus. Euh, Donc ouais, en fait c'est plus un angle, encore une fois, c'est un match qui est plus un angle qu'autre chose en fait. C'est ça, qui mettra aussi, donc, qui verra, pardon, la victoire de Jody Fleisch sur Amazing Red. Vous l'avez dit, après, il y a l'après-match. Special K qui va s'en prendre à Amazing Red et qui va, malgré les petites aides qu'il va recevoir, ça ne suffira pas puisque Special K, ils sont quand même beaucoup. Et on a aussi le grand homme en costard, là, Sluger, je crois, c'était son nom, qui apparaît aussi là-dedans pour rejoindre un peu Special K. Voilà, un peu oubliable. On va passer ensuite au match de championnat de la Ring of Honor. On l'a dit tout à l'heure, Paul London est le challenger numéro un. Le champion, il l'est toujours puisqu'il a battu AJ Styles au dernier show, c'est Xavier. Xavier contre Paul London pour le championnat ROH. Qui veut se lancer? Vas-y, Bah je te laisse vas-y, la priorité. ok, bah je prends. Allez. Euh, Encore une fois, hein, une de mes, comment dire, un de mes axes de réflexion sur ce podcast, c'est de mettre en valeur Xavier, champion mal aimé de l'histoire de Ring of Honor. Euh, Très bien. On avait parlé de la dernière défense de Xavier justement dans l'épisode précédent, où j'avais évoqué le fait que contre AJ Styles, il y avait eu du bon, mais il y a eu un petit côté un peu, pas brouillon, mais un côté un peu bordélique, surtout au niveau de la psychologie. Là, on a un peu plus corrigé le tir. Xavier prend une hit monstrueuse. Et comme d'ailleurs, Joe, tu l'avais fait remarquer lors de l'épisode précédent, euh, Paul London a tous les ingrédients du babyface ultime, Ouais. en fait. Il a vraiment tous les ingrédients du babyface incontournable. Et face à un mec comme Xavier qui ne lui ressemble pas, qui ne catch pas pareil, qui a une attitude complètement à l'opposé, et ben ça match. Et on en revient à ce qu'on dit toujours, c'est que les choses les plus simples sont les meilleures. Et vous avez un heel très sûr de lui, hyper baraque, qui tape comme une mule face à un petit babyface beaucoup plus léger qui voltige à mort et qui a vraiment une tête de bon gars, et ben ça marche. Ça marche du tonnerre. C'est pas le match de la décennie, mais ça marche du tonnerre. Euh, il y a, comment dire, il y a une espèce de, je vais pas dire de l'alchimie, enfin ils en ont, tu vois, mais ils ont pas une alchimie formidable, mais par contre, ils jouent leur rôle à la perfection. Ils jouent leur rôle à la perfection et la foule est dedans. Et la foule est dedans, et il y a ce truc où, ben, de manière un peu irrésistible, on a juste qu'une seule envie, c'est que Paul London arrive à choper la ceinture. Il, il arrive à se battre d'en dessous. Alors, je sais pas comment le dire, parce qu'en anglais, on a une expression toute faite pour ça. C'est fight from underneath. C'est-à-dire vraiment, Xavier domine. Paul London est vraiment, mais genre, tout en dessous. Et progressivement, il remonte, il remonte, il remonte. Il a des comebacks qui pètent le feu, parce qu'il est tellement dynamique et il a une capacité à prendre des bumps, mais même quand il attaque, en fait, finalement, il bump tout autant que Xavier. Ça donne un rythme pas possible au match. J'ai adoré le petit rope break de Xavier, parce que vraiment, ça a été une déception pour la foule, mais une vraie bonne déception, pour le coup, une déception qui est un bon work. C'est clairement, j'anticipe un peu, hein, mais c'est clairement un des matchs que je vais recommander sur ce show. En fait, un des trucs que j'aime beaucoup sur ce match, c'est que tu sens vraiment que le public, il s'amuse. Ouais. Ah, le public est dedans à mort. C'est ça. Et vraiment, même au niveau des chants.
il y a un chant contre Xavier vraiment qui me fume, c'est le Move to Jersey, Ouais, où littéralement ils disent aux mecs de se casser, et il y a des mecs de Jersey qui sont là et qui répondent du coup, We don't want him. il y a un petit côté, il y a un petit côté match de foot en fait dans ce match qui est pas désagréable. Mais c'est ça, le public vraiment prend son pied. Vraiment, il est complètement acteur du truc, avec les chants, le classique Please Don't Die dès que Paul London commence Tout à à faire fait. son comeback. Parce que dès qu'il fait ses comebacks, il est en mode je vais me tuer, let's go. Mais, euh, mais oui, bah, c'est du classique Paul London qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est un peu en arrière, puis peu à peu, il remonte et il n'a plus aucune considération pour la vie humaine. Et c'est magnifique. Et Mais le ce qui est mec, il génial, est... ce qui est génial en plus, c'est que justement, ce qui différencie Paul London de tous les autres voltigeurs du show, y compris même à je trouve, c'est que en effet, il met sa vie en danger et il prend des risques inconsidérés. Mais il y a ce truc fun où tu te dis, il prend des risques inconsidérés, mais parce que il veut gagner et il y croit. Et donc en fait, il est crédible. En fait, c'est ça le truc. C'est souvent un C'est problème qu'ont ça. beaucoup de catcheurs et surtout les voltigeurs, parce que les voltigeurs, ils aiment bien faire du spot pour le spot. C'est que Paul London fait des dizaines de spots, mais à chaque fois, on se dit, ah ouais, mais il le fait parce que vraiment, il donne tout ce qu'il a pour gagner. Et c'est trop bien. Encore une fois, c'est hyper basique et simpliste, mais c'est super cool. C'est Oui, parfait. t'as vraiment ce côté où, bah, comme je disais lors du précédent épisode, en fait, il y a un moment où il décide qu'il n'a plus aucune considération pour sa vie et qu'il est prêt à se tuer, mais pas simplement pour se tuer, il est là pour tuer l'adversaire avant tout. Mm. C'est ça, Il y il a- fait genre, ok, je vais vraiment, il essaie des plumes, mais c'est pour la win. Tu vois, c'est ça, c'est ça. trop bien. Il y a toujours un moment où, en fait, t'as un peu ce feeling que ça devient un combat à mort. Ouais, Et c'est aussi ce qui est très bien, c'est que tu peux avoir ce feeling avec l'eau de la carte qu'on a à la ROH, avec des Loki qui souvent, le combat à mort, c'est sa vie. Avec Samoa Joe, pareil, qui est en mode bon, si mon adversaire est encore vivant, ce n'est pas normal. Où là, c'est quand même une façon d'aborder la chose qui est très différente des autres, mais tu as ce même sens de l'urgence de on prend la compétition trop au sérieux et on veut la win avant tout. ouais, exactement. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il y a déjà eu un contre un entre Paul London et Loki, justement? Eh ben non, il Euh, n'y en a pas eu. Eh ben Pas à merde. la ROH, ça c'est sûr. Non, et il n'y en a pas eu tout court. Je suis en train de vérifier, justement. Ah putain, ça fait chier, parce que ça aurait été un match, justement, surtout à cette époque, ça aurait été formidable. Bah, de toute façon, on en parlera dans le bilan de 2002, de la trajectoire de la carrière de Paul London, si Ouais, je prends un peu avec ce qui se passera en 2003. Parce que, comme on le disait lors du précédent, Paul London, c'est un mec qui a vraiment avait sa place dans le main event de la ROH, mais qui n'est jamais cité de nos jours quand on parle des mecs qui ont fait l'histoire de la ROH, alors que bah, il a vraiment une place importante sur les 2 premières années. ouais, complètement. Mais bon, on reparlera plus tard des raisons qui font ça. Mais oui, c'est vraiment. Tu disais que tu étais là pour réhabiliter Xavier. Moi, s'il y a vraiment un mec que je veux réhabiliter durant ce début de la ROH, c'est Paul London. Paul Mais London, non pas parce réhabilitons Paul que London. c'est ça, non pas que Paul London, en fait, les gens le déconsidèrent pour ce qu'il a été, c'est simplement les gens l'ont oublié. Et ça, Mm. c'est triste. Ah, de ouf. On aura l'occasion de reparler de tout ça, comme l'a dit Zork, dans le prochain épisode. On vous fera un petit récap de cette année 2002. Et donc forcément, on parlera de Xavier et de Paul London. Dans ce match entre les deux hommes, Xavier va conserver le championnat Ring of Honor. Moi, j'ai adoré le move. Alors finalement, c'est pas le plus dangereux du match, mais le petit move de London qui fait semblant de se prendre le coin du ring, alors qu'il ne le prend pas vraiment, avant de Ouais. porter le DDT en fin de match. Où en le regardant, je me suis dit, attends, putain, c'est le truc le plus mauvais du monde ou c'est un génie? En fait, non, c'est un génie, heureusement. Mais en même temps, il n'y a pas trop de doute sur Paul London. Victoire donc de Xavier avec son X-Breaker. J'avais dit au show d'avant que Xavier contre Edge Styles, c'était peut-être le meilleur match de Xavier chez Ring of Honor. Finalement, le match contre Paul London est assez incroyable. Et c'est peut-être, là, pour le coup, je change d'avis. Je pense que c'est le match contre Paul London, même si forcément que la victoire face à Edge Styles lui a fait du bien. Bah, en fait, est-ce que le match contre AJ Styles est meilleur? Je pense que celui contre AJ Styles était peut-être un peu meilleur d'un point de vue purement catch, mais celui-là vraiment va chercher
t'impliques plus Ouais, c'est émotionnellement, en ça, fait. c'est ça. Je me suis plus Ouais. senti impliqué dans ce match-là. Avec ce que disait tout à l'heure Zaeken, vraiment le moment où Paul London prend un compte de 3, Ouais, mais vraiment sur le 3 l'arbitre qui se rend compte qu'il a le pied sur la corde, ouais. la giga clim, Oui, 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 carrément. et vraiment, surtout sur un show comme ça qui date d'il y a longtemps, donc on connaît déjà les résultats et tout, même là, tu te dis, putain, la clim, les gars, sérieux, putain. Mais oui, parce que en le voyant, je me dis, mais attends, il a jamais été champion, London. Déjà, Non. je me suis quand même fait cette réflexion en me disant, mais c'est pas possible, je le sais pourtant. Mais ils ont réussi à m'avoir quand même. Donc, Moi, franchement, j'ai vraiment eu, moi, j'avais la certitude que Paul London n'avait jamais touché le titre, ça je le savais. Mais pourtant, quand il y a eu le spot et qu'il y a eu justement le coup du rope break, vraiment, mais j'ai dit, mais presque à haute, j'ai dit, ah le con! Vraiment, parce que mm, mm. j'étais vraiment pris par le match, quoi. Ouais, pareil, pareil, vraiment pareil. Donc, non, c'était très, très cool. Je pense qu'il fera partie des matchs qu'on vous conseillera à la fin de cet épisode. Place au main event qui devait voir Loki, Samoa Joe, Homicide et qui était le quatrième. Euh, Ah bah, je te le donne en mille et mille. Ouais. Non, tu l'as Ah, tu pas. l'as vraiment pas? Tu Non, l'as je l'ai vraiment vraiment pas? pas. Non, non. C'était Danielson, Loki, Samoa Joe et Homicide. Voilà, tout simplement. Bon, Non, Steve Corino. non, mais Oui, mais ce qui était prévu à la base. Oui, ce me nique qui pas était mon prévu à la base. effet. Moi, je me fie au match, hein. Ouais, T'as ouais, tout non, gâché. ouais, ouais, Ah ouais, heureusement qu'on n'est pas en live et qu'on va pouvoir remonter comme si ça n'était jamais arrivé. tout à fait. Sorry, boys. Donc justement, voilà, Bryan Danielson, Loki, Samoa Joe et Homicide vont s'affronter pour le trophée de challenger numéro un. Maintenant que Paul London a utilisé sa chance et l'a perdu. Sauf que, eh ben non, Steve Corino se pointe. Les fans sont visiblement pas du tout heureux de le voir. Il va s'asseoir au milieu du ring, va nous faire le coup classique, la chaise au milieu du ring, et on attend tranquillement. Il défie tout simplement quelqu'un de venir le faire taire. Il dit que c'est l'heure du main event et qu'il est impossible d'avoir un main event sans Steve Corino. Et ben ni une ni deux, qui va débarquer? Homicide, puisque les deux ont quelques petits comptes à régler. Sauf que Corino va attaquer Homicide avec une fourchette. Voilà, on va lui rendre le coup de All-Star Extravaganza et ensuite enchaîner avec notamment quelques pile drivers. Samoa Joe va se pointer, mais vu que c'est le pote de Corino, bah, il va regarder. Et Corino va porter trois pile drivers sur Homicide. C'est Loki qui va venir. Loki, lui, qui est ami avec Homicide pour vérifier un peu l'état de son ami. Danielson, lui, se pointe juste pour dire bah, let's go, hein, c'est bon, on peut faire le match, tout le monde est là. Ils s'en foutent de ce qui se passe à côté. Et on a Rob Feinstein qui, donc, à l'époque, gérait Ring of Honor avec Gabe Sapolsky, qui vient voir l'arbitre pour dire que Corino va remplacer Homicide. Et donc, le four-way change. Danielson va donc affronter Loki, Samoa Joe et Steve Corino pour déterminer le futur challenger numéro un au titre Ring of Honor. C'est d'ailleurs exceptionnel le catch parce que imaginez, vous êtes au travail, il y a un type que vous aimez pas qui a chopé une promotion ou qui est sur un dossier sur lequel vous aimeriez vraiment être, vous lui pétez la gueule, jamais vous aurez sa place. Vous allez en tôle, les gars. Dans le Mais catch, il y a... ça fait partie de ces nombreuses situations où dans le catch, c'est complètement la base, et dans la vraie vie, tu seras en tôle. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais, Mais ça, ça en fait partie. mais oui, c'est toujours un truc qui me donne beaucoup de plaisir, le fameux coup du je vais lui péter la gueule et j'aurai son et j'aurai sa place. Et il y a juste l'autorité qui hausse les épaules et qui fait OK. Et en plus, n'allez surtout pas mettre un coup de fourchette à votre collègue que vous aimez pas, hein. Parce que là, vous allez vraiment finir en taule en plus, hein. Ouais. Si vous êtes prêt aux conséquences après, si vous les acceptez. Et en On vous plus, le vous direz que c'est déconseille notre... pour des raisons légales. et en plus, vous direz que c'est notre faute après. C'est ça le pire. Ils C'est diront qu'ils ça. ont écouté History of Honor et qu'il y a un mec qui a mis un coup de fourchette et il a été mis dans un match. Bon, donc je vais nous Exactement. couvrir d'un point de vue légal. History of Honor ne supporte ni n'encourage ce genre de comportement. Exactement. Nous ne cautionnons pas ce genre d'acte. On devrait le mettre au début de chaque épisode. Tu sais, avoir un truc comme à l'époque WWE où ils disaient faites pas ça chez C'est vous. clair. On devrait C'est avoir un clair. truc avec la voix de Zork qui dit on cautionne tout ça. C'est pas de notre faute.
On aurait Voilà, surtout c'est pas dû notre faute. faire, surtout avec l'épisode précédent sur Abdullah the Butcher, hein, putain. Ça nous a appris pour la suite maintenant. D'ailleurs, Mm. Zork, il ne nous l'avait jamais dit avant, hein. C'est grâce à l'épisode d'Abdullah the Butcher que maintenant, il se dit, on peut avoir chaud au cul quand même. Bon, non, j'aime être dans les problèmes. Sinon, je serais pas dans le catch. Riche d'enseignements. Mais bon, Ok, parlons un peu de ce match quand même. voilà, c'est ça. Bon, par quoi commencer? On va parler de choses qui sont autour du match avant de parler du match. Jusqu'à maintenant, le trophée était défendu dans des tournois. Donc, c'est un peu, c'est bien qu'on sorte un peu de la formule toujours tournoi, pas surtout quand on a des tournois sur une soirée. Là, on a encore, histoire de garder un peu de valeur à ce trophée. On n'a pas juste deux personnes qui sont mises face à face. On a un match à quatre. Mais à nouveau, c'est des gens qu'on a déjà vus plusieurs fois les uns contre les autres. On sait que ce sera vraiment bien. Mais il y a Steve Corino qui est droppé dedans et qui nous fait un peu nous poser des questions. Et la structure du match, là vraiment, on arrive sur le genre de structure qui là me pose vraiment problème. Parce que lors du show précédent, on avait un match qui par nature est long, puisqu'on avait un Iron Man, lors du show précédent, lors de la review précédente, mais lors du premier show qu'on a review, Scramble Madness. Ouais. On avait donc un Iron Man, donc un match qui est par nature assez long, mais qui était vraiment bien construit, puisqu'on avait dès le début ce sens de on veut gagner, et pour ça, il faut qu'on s'aiguille en tomber vite, et on n'oublie pas qu'un match, ça dure 30 minutes, et jusqu'à la fin, on veut essayer de gagner. Là, on n'a vraiment pas ce sentiment d'urgence, je trouve, dans ce match. Ce match qui, je vais tout de suite vous dévoiler ça, hein, parce que bon, faut qu'on en parle. Le match va finir au bout de 45 minutes. On arrive au bout du temps alloué au match. Et donc, on finit sur une égalité. Et le truc vraiment, c'est que durant les 40 premières minutes, j'ai l'impression que les mecs combinent et font des jolies choses, mais pas un seul n'essaye de gagner le match. Et puis à 5 minutes de la fin, tout le monde se réveille et se dit, ah, il serait peut-être temps de faire des tombées. Et d'un coup, ça va vite. Mais ça fait 40 minutes que je suis difficilement dedans, même si les mecs font des trucs cool. C'est pas sur les dernières minutes que je vais me réveiller et vraiment re-rentrer dedans. Ce qui fait que bah, c'est des bons performeurs. Les mouvements sont bien, mais l'histoire vraiment m'a pas du tout embarqué. On est un peu dans le fétichisme. C'est-à-dire que, et c'était déjà le cas, c'est pas que un problème de Ring of Honor, hein, ça existe déjà chez OCW, il y a un peu ce culte dans certaines compagnies de catch américaines du grand match. C'est-à-dire le fameux match avec une durée, comment dire, inutilement longue, avec un finish bien particulier. Là, en l'occurrence, le fait de finir par une égalité entre quatre mecs, c'est quand même particulier. Tout ça pour un truc pour un délire autour d'un titre de prétendant numéro un. Et avec, comme tu le disais, le fait que c'est très lent, très très lent au début. Et de manière générale, ça donne une impression de lenteur. Moi, il m'a vraiment paru durer éternellement ce match. Et avec cette espèce de truc à la fin où, pour le coup, on a été super lent pendant 40 minutes. Et sur les 5 dernières minutes, on rush tout ce qu'on peut rusher. Ça, c'est typique en fait de ce qui se passe dans énormément de compagnies encore maintenant, hein, je veux dire le main event à la New Japan façon New Japan, c'est un truc qui est devenu presque systématique maintenant où vous avez un match qui dure 40 minutes, sur la première demi-heure il se passe rien et dans les 10 dernières minutes ça part dans tous les sens. Bah, là on a cet exemple ici, on a cet exemple ici, euh, ce qui ne veut pas dire que le match est mauvais, attention, hein, on s'approche du 4 étoiles hein, même, hein, donc c'est un match qui tient parfaitement la route. Mais on se dit, il n'y avait pas besoin de fétichiser autant en fait le truc. Vous auriez pu faire un match à 4 très compétitif qui dure 25 minutes. À la rigueur, si ça peut permettre de créer une histoire intéressante et de créer une narration intéressante, faites-le terminer en égalité. Pourquoi pas, après tout, c'est original. Mais pas besoin de courir après cette espèce de mythe du match légendaire où vous allez avoir un truc qui va durer super longtemps
et où on va faire de la psychologie, où en fait, en vérité, vous faites pas de la psychologie, vous faites juste une première demi-heure hyper lente. Le jour où les gens, parce que ça existe encore aujourd'hui, le jour où les promoteurs vont sortir de ce truc-là, je pense qu'on pourra avoir des combats beaucoup plus intéressants que maintenant. Et de manière générale, je fais aussi un petit paragraphe sur le rôle de Steve Corino, euh, qui arrive dans ce match après une longue attente, parce que quand même on l'a vu dans énormément de segments et énormément d'angles, mais on l'a pas beaucoup vu, on l'a pas vu du tout même dans des matchs. Je pense pas dire une connerie en disant que c'est son premier match chez Ring of Honor. Euh, Enfin non, il avait fait des petits segments avant avec les. Puis où il fait le match avec les Japonais aussi. Au Oui, le Star, match par équipe. Extravaganza. Mais c'est pas un mec qu'on voit. Voilà. Mais c'est pas un match, c'est pas un mec qu'on voit autant que ça. Pour un mec qui est ultra présent dans tous les angles, il est même commentateur sur Ouais. certains shows. Mm. Il aurait dû être ultra présent, C'est surtout ça. que c'est le mec le plus hot de la scène indé dans le début des années 2000. Et finalement, il arrive enfin à un match de premier plan, quand même, qui est un match à 4 avec les trois mecs peut-être les plus over de la compagnie. Il manque que Amazing Red à la rigueur. Et ça se termine comme ça. Et il y a un côté, à trop vouloir être épique, et ben finalement, ça tue un peu le sens du match. Mais surtout qu'on est à un moment où cette formule n'était pas forcément complètement aboutie. Là, la fameuse formule que tu appelles le main event New Jap, Mm. c'est quelque chose aussi qui a beaucoup existé en indie dans les années 2000, qui s'est parfait avec le temps, où c'est une formule qui peut très bien marcher, mais là, on est encore au balbutiement de ça. Donc, on n'a pas forcément le rythme pour vraiment le faire fonctionner au maximum. Et ce qui est dommage surtout, c'est qu'on a ça alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont posées dans le match. Déjà, à souligner, c'est pas un four-way où tout le monde est sur le ring. Il y a deux personnes légales à la fois et il faut taguer pour que quelqu'un devienne légal. C'est chose qui va un peu s'oublier sur la fin où l'arbitre sera dépassé contre un peu n'importe qui. Mais ça oblige le fait de rester à deux sur le ring et ça permet d'éviter tout un tas de trucs qu'il y a dans les matchs à plusieurs souvent. Ou les matchs à plusieurs, souvent, on aime bien garder des moments où il y a deux personnes sur le ring, puis on fait rentrer une troisième un peu pour combiner, on en refait sortir une, puis on change comme ça les paires. Mais tu as Ouais. souvent des gens qui attendent en dehors. Là, c'est justifié que les gens attendent dehors. Ce qui fait qu'on a plein de teasing sur des 1v1 qu'on a pu voir ou qu'on a envie de voir. Et en même temps, on a des dynamiques qui sont clairement posées entre chaque. Entre Danielson et Loki, qui sont clairement les deux faces, tu as vraiment une notion de respect qui passe par le combat. Où ils sont en mode on va se fumer, mais parce que c'est notre manière de communiquer entre nous et de se respecter. T'as Danielson et Joe tu sens qu'il y a quelque chose de pas fini entre eux, Ouais. où tu sens qu'il va se passer d'autres choses. Et là, en fait, ils sont un peu aux prémices, au point de vouloir gagner un avantage sur l'adversaire en prenant déjà une dominance. Mm. De Mais l'autre parce que. côté, t'as. Vas-y, Vas-y. continue. De l'autre côté, t'as l'histoire aussi autour de Corino. Corino, il y a des dynamiques qui se posent tout de suite. T'as Loki, il veut la tête de Corino parce que il y a l'histoire avec Homicide. Et en même temps, tu as la relation entre Joe et Corino où clairement ils sont tous les deux potes, machin, mais ils sont dans un match. Et Samoa Joe lui fait très vite comprendre que il y a l'amitié en dehors du ring, mais à partir du moment où tu es dans le ring, tu es là pour te battre. Donc tu as toutes ces relations qui se croisent. Tu as de quoi faire du super storytelling, mais on a tendance à vite oublier ça pour faire du spot et pour partir sur des trucs lents qui oublient tout à fait ce côté vraiment story. Et c'est dommage. En fait, ce match est pas mauvais. Zaiken a dit que c'était quasiment un 4 étoiles. Je trouve ça un peu fort. J'ai du mal à faire des notations, mais si vraiment je devais trouver un truc, je dirais on serait plus proche du 3 que du 4. Parce que, Ouais. Mm. parce que il y a des choses bien dedans. Les mecs sont tous des tueurs. C'est pas possible qu'ils fassent moins bien que ça de toute façon. Mais ce match est tellement moins bien que ce qu'il pourrait être. Mais parce que, encore une fois, on en est sur c'est un peu un mal enfin, justement, non, c'est pas du tout un mal de l'époque, puisque c'est un truc qui a existé de tout temps. Ce besoin parfois de rendre un truc ultra épique, alors que finalement, tu peux juste laisser les mecs produire un match entre eux, sans avoir besoin justement de forcer le trait.
Et il y a des fois, c'est beaucoup plus efficace. Et ça, pour le coup, c'est pas un reproche qu'on fait à Ring of Honor parce que c'est un problème qui a existé de tout temps. Euh, Moi, j'ai un souvenir de. Enfin, un souvenir, j'y étais pas à l'époque, hein, mais j'ai un. Je me rappelle notamment un match à 3 qu'il y avait eu au tout début de la ECW, genre 93 ou 94, donc à l'époque ça s'appelait pas encore Extreme Championship Wrestling, et il y avait un match à 3 entre Shane Douglas, Sabu et Terry Funk, et c'était un délire justement, moi ça m'a rappelé ça direct. En fait, c'était le délire, c'était un match à 3 qui avait une limite de temps de 60 minutes, et du coup qui a fini comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu égalité parce que les mecs sont arrivés au bout du chrono. Et le match est bien, le match est intéressant. Mais tu te dis, pourquoi s'être fait chier à faire un truc qui dure 1 heure littéralement, juste pour dire on a fait un main event épique qui a duré super longtemps et c'était tellement dur que personne n'a réussi à vraiment sortir gagnant. Sur le papier, c'est cool, mais dans l'exécution, c'est souvent lourd, très lourd même. Mais surtout que tu parles de la dimension épique et la volonté de faire de l'épique. Mais le pire, c'est qu'en fait, il y avait moyen de faire de l'épique en faisant bien plus simple. Parce Oui, que, comme quand je parlais des relations juste avant, tu as vraiment ce côté. D'un côté, tu as les samouraïs. En face, tu as Samoa Joe, le Ronin qui marche que pour lui. Ensuite, tu as le gros lâche en Corino. Vraiment, tu as de quoi faire un storytelling, mais aux petits oignons. et c'est vrai, ouais, tout à fait. Mais, mais c'est un peu mis de côté. Et encore plus à la fin, où finalement tout le monde est pote et se serre la main. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose dans ce match. Bah, du rythme, quoi, de manière générale, et de la lisibilité, en fait. C'est bien parce qu'en vous écoutant, je me suis bien rendu compte que j'avais un doute sur le fait que ce soit peut-être moi qui n'ai pas su apprécier le match. En vous écoutant, je me rends compte que non. C'est, il manquait bien quelque chose à ce match. Ouais, il manque un petit. Et encore une fois, Donc, quand on dit ça, il n'y a aucune, il y a aucune c'est pas de la. suffisance, hein, je veux Ouais, dire. ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire, c'est 4 catcheurs dont j'aurais jamais le niveau, hein, je veux dire, même dans mes rêves les plus fous. C'est des catcheurs incroyables. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un- il y a comment dire. En fait, on était tellement hypé finalement qu'on s'attendait pas à ça. C'est Donc c'est ça. pas un C'est mauvais ça. match, mais c'est juste un match qui nous a donné quelque chose auquel on s'attendait pas. Ouais, Mais c'est c'est ça, ça. en fait, c'est ce côté. On est plus dur avec les gens qui sont bons, Oui. parce que les gens qui sont vraiment bons créent des attentes. Mm. Mais c'est C'est exactement pour ça. ça. C'est pour ça, en fait, que même si là, le match est un match qui serait entre du 3 et 4 étoiles, selon ce qu'on peut dire, s'il faut donner une note histoire de pouvoir quantifier le truc, il y a plein de matchs auxquels on ne pourrait pas donner une note aussi bonne, avec qui on a été bien plus dithyrambique, qu'on a bien plus mis en avant, vraiment qu'on a mis over, parce que c'est des mecs qui n'ont pas ce talent-là, forcément, ou qui ne sont pas forcément encore à leur prime, où il y a encore du travail, etc. Là, c'est vraiment des mecs qui sont dans une période où c'est tous des gigatueurs, Ouais. où, où vraiment, même quand ils mettent à peine des efforts dans un match, on est en mode c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment les mecs qui, à chaque fois, sont cités dans les meilleurs matchs de la soirée. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils le fassent encore une fois. Là, c'est l'occasion manquée. Et le problème, c'est que ça n'a même pas l'air d'être à cause de leurs compétences physiques, parce que tout ça combine. Mais vraiment, là, on rentre sur un défaut d'écriture, je pense, Mais dans cette histoire. c'est d'ailleurs toute la difficulté de noter des matchs de catch. Parce que tu vois, moi, je prends toujours les notes à la légère, hein. Je veux dire, c'est très, comment dire, c'est très arbitraire et très subjectif. Mais c'est justement toute la difficulté de noter des matchs de catch. C'est-à-dire que finalement, euh, t'as des matchs, selon le profil des catcheurs, t'es peut-être plus à même de t'exciter dessus parce que t'as pas l'habitude de voir le mec catcher à ce niveau et tu te dis, waouh, il s'est vraiment surpassé à ce niveau-là. Et du coup, tu vas coller un 3 étoiles et demi. Alors que si c'était vraiment un main eventer de premier plan qui te fait le même match, tu te dis, ouais, bon, c'est classique, quoi, 2 étoiles. Alors que finalement, tu vois, c'est le même match. Mais encore une fois, tes attentes et le profil du catcheur te, en fait, te font placer la barre très très haut. En fait, c'est un truc, justement, tu vois, moi, je peux parler d'un exemple personnel, puisque justement, la plus-value de ce podcast, Joe, tu disais, c'était d'avoir 2 catcheurs dans le chroniqueur. Ah oui. Euh, Moi, j'ai eu un match
J'ai eu un match il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'un an, pour une promotion. Et c'est un match où, de mon ressenti, ça s'est pas très bien passé. C'est-à-dire vraiment, j'étais très mal physiquement, j'étais pas du tout en forme, les conditions pour catcher étaient pas top, machin. Et je suis vraiment parti en me disant, de ce que moi j'attends de moi, vraiment c'est zéro. Ou alors c'est genre c'est une étoile, quoi. Et encore, je suis généreux, tu vois. C'est vraiment très mauvais. Et quelques temps après, il y a eu un mec sur Cage Match qui a un peu pignon sur rue, enfin qui fait des reviews d'énormément de shows et de combats. Il a reviewé le show. Et sur sa review du match, il disait, dans le premier match de la soirée, donc c'est le match où j'étais, j'ai trouvé pour moi ce qu'il y avait de meilleur dans le show. Et entre parenthèses, il met 3 étoiles. Et je me dis, ça, ce type ne m'a jamais vu catcher. Parce que, en fait, peut-être qu'il s'attendait à pas grand-chose de ma part, et vu que genre j'ai fait un match qui pour lui était à peu près correct, il s'est dit, bah, c'est très bien, 3 étoiles. Alors qu'en fait, si ça se trouve quelqu'un qui m'a vu catcher plus régulièrement, il aurait peut-être dit, là, t'as fait zéro, concrètement. Donc c'est très très dur justement d'estimer ce genre de match, surtout quand on a des profils aussi prestigieux que les 4 bonhommes qu'on a en face de nous, hein. Désolé, j'ai parlé super longtemps. Il n'y a pas de souci. Parlant de notes, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est subjectif, hein. Si vous prenez à peu près les notes, en tout cas sur Cage Match, ce main event, il est noté à peu près à 3,5, Exactement. quand le match de Xavier contre Paul London est noté à 3. On est tous d'accord pour dire, je pense que un 3 pour Xavier, alors peut-être pas Paul London, mais un 3 pour Xavier, au vu de ce qu'il avait fait jusque-là, c'est déjà bien. Et par exemple, qu'un 3,5 pour ces quatre-là, c'est pas terrible, quoi. Je pense que ouais, après les notes, jusqu'à aujourd'hui, on essaye de pas trop se prendre la tête avec ça. C'est très subjectif. Vous l'avez dit dans le catch. Après, voilà, c'est ça. Je pense qu'un 3 pour certains catcheurs, ça va être très bien. Là, dans ce main event-là, qui est noté à peu près à 3,5, on s'attendait peut-être plus à allez, un 4,25, 4,5, quoi. Mais justement, nous, on parle pas spécialement de notes, mais là, on peut un peu voir comme un baromètre. C'est les matchs qu'on recommande, plus ou C'est ça. moins l'ordre dans lesquels on les met. Et là, ce soir, le match que j'ai préféré de très loin, c'est clairement le London contre Xavier. C'était. Enfin, ils ont mon top 3 aussi, ouais. C'était Mais top 3 aussi. Et le main event n'est pas dedans, en tout cas pour moi. ah ouais, carrément. Ah non, non, le main event n'est pas dedans. Avant de passer justement au match qu'on a recommandé, voilà, le match se termine, vous l'avez bien compris, pas de vainqueur au bout de 45 minutes. Très étonnamment, tout le monde se serre la main à la fin. Personne n'a l'air trop déçu, trop dégoûté. Vite fait, Et tu sens que le public aussi réagit un peu. Je pense que c'était un peu long pour le public. C'est Ouais. ça. Parce Bah, que Théo, je déjà, pense de qu'ils les ont base, perdus à un moment. comme on l'a dit, ils sortent de 4 heures de show, vu qu'il y a tous les Ouais. dark matchs également. Mm. Plus, oui, même s'il y a une grosse partie où on a Brian Danielson qui se fait botter le cul, qui bump super bien, il n'y a pas la même implication derrière un face, Ouais. ce qui est en général la chose la plus facile pour garder quelqu'un sur la fin quand il commence à être fatigué. Là, il n'y a pas l'implication émotionnelle qui est la même, donc oui, à la fin, quand le match se finit, en plus sur une fin comme ça, le public est un peu lessivé et J'aurais presque dû finir il veut rentrer. avec Paul London et Xavier, au vu de l'implication avec Paul London que le public avait. On l'a dit Il y avait quoi après ça? Il y a le Carnage Crew qui commence à faire leur thérapie, où ils disent que leur vie est pourrie, mais que la violence, c'est le seul truc qui leur fait oublier leurs problèmes. C'est très profond. Ah, c'est beau, hein. À méditer, en tout cas. C'est beau. Enfin, On a Carnage Loki. Crew, c'est vraiment les mecs pour lesquels je n'ai absolument rien à battre dès qu'ils apparaissent. Il y a la team Hum, new-yorkaise pour lesquels j'avais un peu sentiment au début, qui a su m'impliquer, mais vraiment Carnage Crew, je souffle très très fort. ouais, ça fait partie des quelques personnes, moi, j'avoue que. Et c'est Euh, même pas comme Christopher Street Connection, où du coup il provoque une réaction chez moi, hum, une réaction viscérale. Vraiment, je prends peut-être ça beaucoup trop à cœur même. Mais Carnage Crew, vraiment, il n'y a rien.
Mais c'est drôle parce que tu dis, c'est vraiment l'équipe dont j'ai rien à battre quand ils apparaissent, et Dieu sait qu'ils apparaissent souvent. Parce qu'ils Oui, apparaissent tout oui, le temps, j'ai l'impression. oui, oui. Ou peut-être Oui, et beaucoup le parce pire, qu'on c'est les supporte que pas, quoi. c'est ça. Ils apparaissent et ils font des choses, vraiment. Ils s'attaquent à tout le monde et tout. Mais, euh, mais plutôt que quand ils s'attaquent à quelqu'un, ça va nous faire nous intéresser parce qu'on s'intéresse un peu à la personne qui est attaquée. C'est plutôt le désintérêt du Carnage Crew va aussi scléroser ce qui se fait attaquer. Hmm. Oui, c'est contagieux, en fait. C'est ça. Contagieux, comme on l'a dit au dernier épisode avec Abdullah the Butcher. Mais ça, c'est bon. Allez, on va arrêter Ça, de c'est autre parler. chose. On va arrêter de parler de lui. Loki, en backstage aussi. Loki qui nous donne ses objectifs pour 2003. Ils sont simples. Il veut faire du mal à Xavier, il veut détruire la prophétie et il veut récupérer le titre Ring of Honor. Bon, simple, clair, net. Du Loki en même temps. Et enfin, Steve Corino, qui avait en début de show parlé éventuellement d'un groupe qui viendrait chercher les titres Ring of Honor de la prophétie. Steve Corino va nous révéler le tout premier membre du groupe, et c'est ni plus ni moins que sa petite amie, Simply Licious. Simply Licious, donc, qui était de la prophétie jusqu'à là. Et donc là, elle est la première membre du groupe de Steve Corino. Le show s'arrête là-dessus. L'année 2002 s'arrête là-dessus. On parlait tout à l'heure des matchs éventuellement qu'on pourrait vous recommander euh, à voir dans ce show. Et ben, je vais commencer avec Zork. Toi, tes trois matchs que tu pourrais que tu pourrais proposer pour regarder. Bah, le premier match que je vais conseiller, forcément, hein, le Xavier contre Paul London, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui est facile, un de mes matchs préférés de l'année. Ensuite, qu'est-ce que je mettrais en deuxième? Là, c'est plus difficile, je trouve, sur ce show-là. Vraiment, parce qu'il y a rien de vraiment mauvais. Bon, à part peut-être le match qui est juste clippé, mais on n'a aucun match qui est vraiment mauvais, mais on est plus dans un peu un ventre mou, on va dire. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a rien de Ouais. vraiment mauvais, mais il n'y a rien non plus de. C'est ça, où tout est bien sans plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que vraiment, si on fait le tour de la carte, CM Punk Colt Cabana, c'est bien, mais c'est moins bien que ce qu'on a déjà vu. Hum, Spécial K contre Dive Squad contre Backseat Boys, hum, c'est relativement fun, mais vite oubliable. c'est ça. Prophétie contre SAT, c'est un match qui est plutôt pas mal. La plus grosse implication qu'on peut avoir pour SAT, mais c'est pas non plus une giga dinguerie. Amazing Red, Jody Flesh, le match est bien, mais trop court pour ce qu'on nous propose. Et le main event, il manque un peu un truc. Donc, allez, je vais dire dans l'ordre Xavier Paul London. Vraiment, c'est le match à voir, je pense, sur cette carte. Ensuite, je mettrai SAT contre Prophecy, qui montre un peu que SAT peut faire autre chose que du pur spot fest. Et pour finir, quand même, le main event, parce qu'avoir le teasing de plein de 1v1 qui peuvent être très sympas. Et puis, bah, ça reste Bryan Danielson, Loki et Samoa Joe et Steve Corino sur un même ring, quoi. Ok, merci. Pour toi, Zeken, top 3 de la soirée. Eh ben, je vais dire exactement la même chose. Xavier London pour la tuerie. Prophecy SAT parce que malgré tous ses défauts, il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Et le main event parce que c'est, entre gros guillemets, c'est presque un sujet d'étude en fait, finalement. Donc ils ont ces trois matchs, voilà, ont une bonne raison d'être regardés. Merci. Ben moi, écoute, je vais pas changer. Je vais mettre comme vous Xavier Paul London en numéro un, le titre de champion par équipe ROH en 2, Daniels et Morgan contre SAT. En 3, je mets, mais ça après, je pense que c'est un peu un avis personnel, je vais mettre CM Punk et Colt Cabana, parce que voilà, assez court, qui se regarde facilement, même si c'est vrai qu'on a noté, c'était pas le meilleur match qu'ils ont eu ensemble. Voilà, on a fini cette année 2002, première année terminée pour Ring of Honor, donc la première année de l'existence de la compagnie. Il nous en reste 20, voilà, 21 exactement maintenant, pouvoir s'attaquer tranquillement à l'année 2003. Pour le prochain numéro, vous l'avez compris, on vous l'a dit, on fera un numéro spécial, voilà, un peu best-of de l'année 2002, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas trop fonctionné, les bonnes surprises, les mauvaises.
On essaiera là aussi de vous donner un peu plus que 3 matchs peut-être à voir dans l'année. Euh, donc ça, ce sera le prochain numéro. Et le numéro d'après, ben, on débutera l'année 2003 avec le tout premier show ROH Revenge of on the Prophecy, pardon. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter pour l'instant sur cette année 2002, les gars? On se garde ça pour le prochain numéro. Ouais, moi je dis on a plein de choses à dire sur le prochain numéro justement et ce sera intéressant de voir justement les conclusions qu'on en fera, c'est-à-dire le qu'est-ce qu'était réellement la Ring of Honor en fait à ses débuts. Donc, moi j'ai hâte d'être au prochain épisode. C'est ça la même. J'ai plein de choses à dire, mais on va se réserver. Je vais juste me contenter d'un mais où est passé Spanky? C'est Mais, vrai. mais oui, on a clairement un haut de carte qui s'est établi. On a des patterns, on a des choses qui peuvent être analysées. Donc vraiment, oui, là, on va pouvoir un peu tirer un bilan de ce qu'on a pu voir. J'espère que ça a été un plaisir pour vous autant que pour nous. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu la larme à l'œil d'avoir fini cette première année. Un peu Elle émouvant grandit si de voir vite. le bébé grandir. Mais comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou tout ça sur cet épisode, puisque c'était le dernier show de 2002. N'hésitez pas à nous parler aussi de ce que vous voudriez éventuellement pour le best-of et à nous donner aussi vos avis, vous, un petit peu sur cette première année, si vous avez découvert Ring of Honor grâce à ce podcast ou si vous la redécouvrez avec nous. C'est Toujours, ça, si vous avez des remarques, des questions ouais, ou des trucs comme ça, c'est le moment, justement, puisqu'on sera un peu plus sur quelque chose de beaucoup plus libre. c'est Si ça. vous avez vraiment des choses à nous faire remarquer dont vous voulez absolument qu'on parle sur cette première année, c'est le moment de mettre votre commentaire pour ça. Et on prend bien le temps de tous les lire, vous inquiétez pas. Donc voilà. Eh ben, merci à vous, en tout cas, merci Romain d'avoir été avec nous ce soir, comme d'habitude. Merci à toi, à très vite. Merci Zork. Mais de rien, c'est un plaisir comme toujours. Merci à toi. Merci à tous pour vos écoutes, vos partages, on l'a dit, vos commentaires et tout toutes les personnes qui nous écoutent sur chaque numéro. Comme on vous l'a dit, on est là pendant encore très très longtemps. Vous allez nous retrouver pendant, allez, on a dit quasiment 21 années et puis encore, parce que le temps passera, donc il faudra review aussi tout ce qui va passer entre-temps. Donc c'est une histoire finalement qui ne va jamais s'arrêter. On est disponible évidemment sur YouTube, sur Spotify en version podcast. Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les infos dont vous aurez besoin sur le Twitter de Wrestling with Honor. Je vous remercie à tous. Je remercie tout le monde en tout cas pour vos partages, vos écoutes. Je remercie Zork et Romain pour cette belle année 2002. On a l'impression que je fais une vidéo dans le passé, c'est incroyable. Bonne soirée à vous et puis on vous dit à très bientôt pour le best-of de cette année. Bonne soirée. À bientôt. Salut.